C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno de référence, avec des cheveux gris et un petit peu de poil blanc au niveau du menton, parce qu'on amorce aujourd'hui même, tout le monde, prenez des notes, notre 9e saison, avec moi-même, Alain McKenna à la barre et à la barre du balado. Et à l'autre barre, excuse-moi, mon analogie tout d'un coup est boiteuse, mais Pascal Forget qui est là aussi. À pour tenir la même barre, je sais pas trop, là. Il y a une barre dans mon affaire, je peux vous dire ça. À Tribord, c'est moi. Allô Alain, content de te voir. On est la meilleure émission techno, point. Comme, point. Ben oui, selon Jimmy, selon bien des gens. Pour paraphraser Mark Zuckerberg, qui comparait le Quest 3 au Vision Pro. Oui, ben voilà. C'est le meilleur appareil, point. Je trouve ça très cool. Et on coûte moins cher qu'un Vision Pro en plus. 7 fois moins cher. Écoute, on en reparle un peu plus parce que aujourd'hui, on va parler du Vision Pro d'Apple, on va parler du OpenAI Sora pour générer des images à partir de vidéo, à partir du texte. Oui. Ben oui. Gemini 1.5, encore plus meilleur déjà. Il vient à peine d'arriver au Canada. Il est déjà plus meilleur. Je pense qu'on va faire un slogan. Ouais, ça veut dire saison 9, Pascal. Une tasse de tech, encore plus meilleure. Encore plus meilleur. Version 1.5. Une tablette Samsung d'entrée de gamme. On pense toujours au iPad quand on pense aux tablettes. Les tablettes de Samsung sont très correctes. Et moi, j'utilise en ce moment un télésouffleur. Je te regarde dans les yeux, Alain. On se perd dans le bleu de tes yeux, Pascal, parce que tu me fixes du regard avec une intensité pour ceux qui nous regardent en vidéo, bien sûr. Et oui, jetez un coup d'œil sur YouTube, vous allez voir, on va en parler dans quelques minutes. Il y a des beaux avantages, des beaux inconvénients. Si vous faites beaucoup d'appels vidéo, je pense que ça pourrait changer votre game, comme qu'on dit dans les émissions sportives. Je veux dire ceci, nouvelle saison, même bon goût, hein, parce qu'on a toujours les mêmes partenaires commanditaires qui reviennent. D'ailleurs, on va les saluer tout de suite, comme ça, on va régler ça d'avance. Vous les connaissez, TELUS, toujours. TELUS, qui en passant vient de lancer une nouvelle technologie de réseau. J'ai hâte de voir ça. Et c'est super technique. J'en ai pas fait de nouvelles parce que c'était comme trop technique, à mon avis, en tout cas pour moi. Ils ont une technologie de réseau virtuel qu'ils vont déployer avec Samsung, qui est leur équipementier, qui va leur permettre d'avoir une meilleure portée de réseau 5G. Et pour eux, ça va coûter moins cher. Donc, j'espère que ça va faire baisser les prix de la téléphonie au sens très large au Canada, parce que c'est toujours un gros plus. On salue Plan Hub, qui ont fait une sortie cette semaine. On les a, eux, en actu, sur un rapport du CRTC sur la compréhension des consommateurs canadiens à propos du marché des télécoms au Canada. Ça, c'est quand même assez intéressant comme étude. Et Hello Darwin, notre Tinder des services pour entreprises numériques, je te laisse les présenter. Tu les connais bien, toi, Pascal, Hello Darwin. Ben oui, Hello Darwin se spécialise dans l'obtention de subventions et dans la transformation numérique de votre entreprise au travers du Québec et du Canada. Évidemment, si vous venez d'ailleurs dans le monde, n'hésitez pas à les appeler. Ils vont pouvoir vous aider. Si vous avez aussi besoin d'aide financière, et qui n'a pas besoin d'aide financière quand on réalise ces projets d'évolution numérique, Hello Darwin va vous aider à trouver les subventions auxquelles votre entreprise a droit, toutes les subventions auxquelles votre entreprise a accès, encore plus. Il va travailler avec vous pour les obtenir rapidement, facilement, en plus de vous apporter, oubliez pas, le soutien, les partenaires nécessaires que vous avez besoin pour développer vos affaires. Hello Darwin, c'est simple, c'est la référence pour tous les projets de développement numérique et technologique. Pour plus d'informations, allez sur leur site hellodarwin.com dès maintenant. Hello Darwin, on vous aime. On salue aussi et on aime aussi Planet Hoster, dont je vais vous parler tout à l'heure parce que j'ai finalement, ça fait 3 semaines que je vous en parle, migré mes données de site web sur leur plateforme. Oui! Et il était temps, et je vous le dis, c'est parce qu'évidemment on en parle, c'est entièrement ma faute de ne pas l'avoir fait, mais ça m'a pris 20 minutes. Écoute, c'est toute une aventure, ça m'est arrivé, j'ai fait ça sur mon iPhone, alors que j'étais entre 2 matchs de volleyball de ma fille dans un tournoi à Chambly. Paf! J'ai migré toutes mes données, ça a pris 20 minutes, c'était magique, et mon site est plus beau, parce que j'en ai profité pour mettre à jour WordPress et tout le kit qui était dessus. Je vous en parle tout à l'heure entre 2 segments. On va introduire quelque chose de nouveau cette année dans notre saison de saison 9. Je vais vous le dire assez souvent, vous allez vous en rappeler vous autres aussi. Dans notre saison 9 d'une tasse de tech, nous introduisons le concept d'espresso d'actualité technologique avec ces petites nouvelles courtes et punchées.
pense qu'on va essayer ça, puis on va peut-être continuer, parce que souvent, vous savez, on a une formule assez formatée, parce que c'est plus facile, évidemment, quand on sait où on s'en va par une balado, où on a de l'actualité, on développe des sujets, des entrevues, des choses comme ça, des essais de produits. Mais là, on va introduire cette rafale de petites actus pour que vous soyez mieux informés, énergisés par l'information que nous véhiculons chaque semaine sur nos plateformes. Et je pars avec ça parce que c'était quelque chose qui était dans les rumeurs depuis quelques jours. Microsoft s'ouvre aux consoles de Sony et de Nintendo. Vous savez, chaque console, évidemment, a son environnement, son écosystème de jeux exclusifs qui sont généralement développés par Microsoft, Sony et Nintendo. Donc, évidemment, ça reste une chasse gardée pour chacun. C'est un différenciateur assez important. Les gens qui aiment la course vont jouer à Gran Turismo sur PlayStation, ils vont pas aller ailleurs. Les gens qui aiment Mario, Luigi, Bowser, la gang, Peach vont aller jouer sur Nintendo. Et les gens qui aiment le Chief de Halo, le Master Chief de Halo vont aller évidemment sur Xbox. Et là, ce qu'on a annoncé du côté de Microsoft, c'est qu'on dématérialise l'offre d'Xbox et on va s'ouvrir aux autres consoles parce que la console, c'est un truc, mais il y a plus que ça dans le jeu vidéo. Et déjà, on a dit qu'on allait on allait donner 4 titres qui jusqu'ici est exclusif à l'Xbox, en version pour PlayStation 5 et pour Switch. Peut-être la Switch 2, je sais pas. Donc ça s'en vient. Regardez, on va venir au courant évidemment, mais ça va s'en venir dans les prochains mois. Ça, c'est une courte nouvelle, vous voyez, c'est ça, un espresso, ça va très cool, et je trouve ça chouette parce que Microsoft, depuis quelques années, c'était l'incarnation de la chasse gardée, on l'a mentionné à quelques reprises dans le podcast, et là, maintenant, il s'ouvre à Linux, il s'ouvre à plein d'autres choses, et s'ouvrir aux autres consoles de jeux, je pense que c'est que bénéfique que les compagnies s'ouvrent aux autres, ouvrent leur code, permettent l'interopérabilité simple et efficace. J'ai un autre espresso pour vous. C'était la Saint-Valentin, ça vous le savez, cette semaine. Oui. Évidemment, j'ai écrit là-dessus, puis je suis pas le seul. Là. Grâce à la magie de l'intelligence artificielle générative, il est plus facile que jamais de se trouver une petite amie virtuelle ou un petit ami virtuel ou un animal de compagnie virtuel. Bref, ces avatars numériques qui permettent d'avoir l'âme sœur virtuelle près de soi en tout temps. C'est la grosse folie, mais en même temps, pas de panique parce que... Évidemment, on a tendance à hyperboler facilement sur ces affaires-là. D'ailleurs, en passant, j'ai inventé un verbe d'hyperboler. Mais je regardais ça et c'est effectivement... Il y a des applications, on a parlé de Replica, entre autres Replica AI dans le passé, des applications qui utilisent les algorithmes de génération de langage pour créer un état de clavardage. Et là, on se dit, où s'en va ce monde? Bientôt, tout le monde n'aura qu'une douce moitié numérique, un avatar plutôt qu'un humain. Et c'est très gros en ce moment en Asie, au Japon entre autres, où là-bas les relations interpersonnelles sont assez particulières, semble-t-il, si je me fie à ce qu'écrit les gens à propos de ces affaires-là. Je regardais cette semaine parce que c'était la Saint-Valentin. L'application Replica offrait son service pro à 50% de rabais. Donc, si vous voulez, si vous cherchez une petite amie virtuelle et vous dites ah c'est cool, ça va être moins compliqué, ben ça coûte des sous parce que c'est un service par abonnement, imaginez-vous donc. Donc, je pense que juste ça signale qu'il faudrait pas s'énerver trop avec ces affaires. C'est cocasse, c'est un phénomène de société, mais ça reste marrant. Pas qu'une vraie personne, c'est des coûts aussi. Ouais, mais sauf que, tu sais, quand est-ce que ta blonde va te dire, hey, je te fais un spécial moitié prix ce mois-ci pour, aller au restaurant, pour aller, tu sais, pour vivre ensemble, comme, voyons, donc ça se dit pas. Restaurant moitié moins cher, puis je paie la moitié de l'addition. C'est un peu l'équivalent. C'est un peu, fait qu'on n'est pas encore, c'est pas encore équivalent un à l'autre. C'est ma chronique de lundi dans le Devoir, là, mais je vais pas élaborer, je vais vous laisser le suspense jusque-là, mais déjà on en parle un peu dans les médias. Il y a eu 2 rapports qui ont été publiés en même temps par Microsoft et OpenAI cette semaine à propos justement de l'intelligence artificielle. Je vais vous le dire comme ça, on pourrait élaborer. Les grands gagnants de l'intelligence artificielle générative ne sont pas ceux que vous pensez. Pour l'instant, la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran en profitent vraiment beaucoup. En fait, ce sont des groupes de pirates qui sont généralement perçus comme étant commandités par les gouvernements de ces 4 pays-là qui présentement utilisent beaucoup ChatGPT, entre autres. Comme c'est OpenAI qui en parle, c'est évidemment le service qu'ils ont regardé de plus près. Ils ont bloqué des comptes de pirates associés au gouvernement de ces 4 pays-là qui utilisaient les outils de ChatGPT pour programmer des sites web plus rapidement, pour prévoir des campagnes de hameçonnage, d'harponnage aussi plus rapidement, et pour générer des sites web, des choses comme ça qui leur permettent de faire leur campagne de piratage, de rançon logiciel aussi. OpenAI parle de 5 ou 6 groupes. Microsoft en a trouvé 300 qui utilisent des outils comme ceux-là pour essayer d'arnaquer les gens. Donc, quand on dit que... C'est drôle parce que je paraphraserai ici Yoshua Bengio qui disait que essentiellement la fin du monde s'en vient par l'intelligence artificielle. Ben, si on n'est pas prudent, on va s'enfarger dans les lacets de nos propres bottines parce qu'on est en train de développer des outils qui utilisent des pays qui ont, je vais dire ça comme ça, un sentiment pro-occidental assez élevé. Donc, peut-être faire attention à ces choses-là. Et donc, concrètement, pour nous, Québec, parce que c'est toujours un peu ça,
les campagnes de messages, d'hameçonnage sont toujours mal écrits. Hein. C'est toujours du français extrêmement boiteux. Et là, je remarquais récemment, puis j'en ai reçu un, je sais plus si c'était Desjardins ou la Scotia ou en tout cas une banque que je n'utilise pas de toute façon, me disait dans un français tout à fait correct qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose rapidement, sinon mon argent allait disparaître. Alors je lui ai dit, premièrement, j'ai pas d'argent, donc déjà, c'est Et deuxièmement, c'était très bien écrit. C'était surprenant, parce que d'habitude, c'est plein de fautes. Et là, j'ai fait comme, on atteint un nouveau niveau. Donc, il faut être un petit peu plus allumé sur ces choses-là si vous voulez éviter les arnaques définitives. Le critère des fautes d'orthographe et du texte mal écrit, je pense que depuis quelques mois, là, c'est plus un critère pour retrouver, pour dépister. Avant, c'était flagrant quand c'était mal écrit, quand il y avait des fautes. Maintenant, faut pas se fier à ça. Si c'est bien écrit, ça se peut. Et même si c'est mal écrit, c'est peut-être un vrai message. C'est ça qui est maintenant la nouvelle tendance. On reçoit des messages officiels et puis il y a des fautes dedans. Ça, c'est épouvantable. Et un dernier, parce que c'est un quadruple espresso ce matin de Noël. Si vous mettez de la pub, c'est drôle ça, si vous mettez de la pub sur Facebook et que vous l'achetez à partir d'un iPhone, ça va revenir, ça va être possible de le faire, mais ça va coûter 30% de plus. C'est pas de la faute de Facebook. Vous savez pourquoi? Parce qu'Apple a bloqué Facebook. Oui. Facebook a fait puis là, ils sont revenus avec une formule parce que Facebook est une application sur iPhone, l'App Store d'Apple prend 30% et Facebook n'aime pas ça. Je sais pas si ça va partir une tendance, si bientôt tout va coûter plus cher sur l'iPhone que sur Android ou sur le web. C'est sûr que des gens vont, s'ils l'ont pas déjà fait, vont poursuivre cette approche-là, mais prix pas prix, les statistiques depuis l'existence des différents App Store prouvent que les gens qui ont un produit Apple dans leur poche ont pas peur de payer plus pour la même chose qu'ils auraient sur Android ou ailleurs pour moins cher. Avec le Vision Pro, c'est un peu ce qui est arrivé aussi. On s'est rendu compte que les gens achetaient plus d'applications avec le Vision Pro, ce qui est évidemment un message qu'Apple aime diffuser, parce que ça veut dire que pour les développeurs, c'est payant de développer pour le Vision Pro. Enfin, voilà. Faire des sous, Apple est bon pour ça. Ah, ça c'est indéniable. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Ils sont bons pour ça. Donc, c'était cette nouvelle petite brèche d'information, brève d'information, cet espresso, ce petit café express techno-branché. On va passer aux vraies affaires, avec les vraies actualités. Pas que c'était pas vrai, mais c'était plus rapide. Parce qu'il y en a quand même des fun, des plus élaborés, je dirais. Mais évidemment, c'est un segment qui est présenté par notre partenaire InfoBref. Donc, je vais vous parler un petit peu d'InfoBref, que vous connaissez sans doute depuis le temps que j'en parle. Et vous connaissez l'infolette, mais il y a aussi le balado InfoBref qui, chaque matin, là, que ce soit pour vous réveiller avec la douce voix de notre ami Patrick Pierrat ou pour simplement prendre un café et vous garder informé, vous pouvez écouter le balado InfoBref qui résume l'essentiel des nouvelles à connaître pour bien commencer la journée. Vous pouvez trouver ça évidemment sur les applications de balado comme une tasse de tech. Des mêmes applications contiennent les mêmes balados. Et vous pouvez aller sur le site infobref.com. Ça vous ne demande que de vous abonner. Ça ne demande aucun sou. C'est tout à fait gratuit. Informatif, direct, sans flafla ou autre fioriture. Donc, essayez ça. Infobref.com. Tu parlais brièvement du Vision Pro. Il y a des nouvelles du Vision Pro. Évidemment, c'est un peu le retour de vague là après l'engouement des premiers jours là, qui s'est produit en ce moment-là. C'est très drôle, tu parles de retour de vague, c'est le retour des retours, parce que 2 semaines après oui, c'est ça, exact. Vision Pro. C'est ça, c'est super drôle, parce que on l'a mentionné au départ, c'est vendu comme des petits pains, tout le monde achetait des Vision Pro, c'était la folie furieuse. On a vu des milliers de vidéos, j'exagère à peine, là, mais tous les YouTubers et leurs beaux-frères et leurs cousins faisaient des vidéos où on les voyait prendre le métro, marcher, faire des trucs, là. Oh wow, oh my god, puis ils ont le Vision Pro, puis ils se la pétaient avec ça. 2 semaines après, les gens retournent. La période d'essai d'Apple, ils ont 14 jours pour retourner les produits. Les gens retournent le Vision Pro au magasin Apple pour un remboursement complet, y compris leurs accessoires, rapportant qu'il est inconfortable, qu'il cause des maux de tête, la nausée, la cinétose, qui est quelque chose qui est fréquent avec la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. On a un peu une petite nausée qui arrive là. C'est un peu difficile. Moi, je soupçonne que beaucoup ont simplement fini de tourner leur vidéo. Ils se disent, on va retourner le truc. Et tout le monde dit, ah, mais j'ai hâte au deuxième. Ça, je vais l'acheter aussi. Les gens sont complètement fous. Il y a une chose que j'ai remarqué qui est particulière, c'est que certaines personnes, et je trouve ça plus futé, c'est qu'il y a un seul compte par Vision Pro. Ce qui rend l'utilisation du Vision Pro, c'est difficile de le partager entre plusieurs personnes dans une même famille
ou dans une entreprise, disons, tu es un petit studio, tu développes des applications, tu pourrais dire, j'essaie le Vision Pro, je l'utilise un peu, je le passe à quelqu'un d'autre qui va travailler avec. Dans une famille, fiston, papa, maman peuvent utiliser le même Vision Pro, mais ça prend des petits adaptateurs pour masquer la lumière, qui se change bien, c'est magnétique, mais il faut à chaque fois refaire la configuration, ce qui prend quelques minutes à chaque fois qu'on l'échange, au lieu d'avoir simplement des comptes. Et quelqu'un sur Internet disait tout simplement, tu as la reconnaissance de l'œil, là. T'as un bel outil qui détecte, donc tu pourrais enfiler ton Vision Pro, tout de suite les réglages pourraient être configurés pour ta vision et ainsi de suite, détecter que c'est toi et te donner un truc comme ça. Et je me permets de... Hello le fait déjà sur Windows. Reconnaît les gens par leur visage. Mm-hmm. Tu te mets devant ton ordinateur, ça reconnaît que c'est toi, allô Pascal, et puis ça fonctionne. Et pendant ce temps-là, je sais pas si tu as vu sur Instagram, Mark Zuckerberg qui a dit que c'était que le Quest 3 était le meilleur produit, point. Et si t'as pas vu le vidéo, jette un coup d'œil là-dessus, va sur Instagram, cherche le compte de Zuckerberg. Il mentionne que le Quest 3 est plus léger, 120 grammes de moins, qu'il n'y a pas de fil, que le champ de vision est plus large, qu'il y a plus d'applications. Il mentionne entre autres Netflix et YouTube. Ben oui. Le fun à voir sur le Vision Pro. Et surtout, il répète à plusieurs reprises qu'il est 7 fois moins cher ou $3,000 de moins. Ça pince. Et j'ai trouvé dans cette vidéo-là, Mark Zuckerberg est très, très, très robotique dans l'image que j'avais de Mark Zuckerberg. Et là, je l'ai vu plus humain que jamais. Ah bon? Oh oui, il avait de l'air presque vivant, là. Il était engagé, dynamique, il parlait, il était très, très... Et je pense que tu dois avoir du bon coaching. Je soupçonne d'être un peu... C'est peut-être un avatar, tu sais. À une autre époque, les avatars avaient l'air moins humains. Peut-être que c'est le contraire. Exactement, mais je trouve ça fantastique parce que je soupçonne Mark Zuckerberg d'être un peu sur le spectre de l'autisme, là, d'avoir un petit peu de difficulté et là, je le trouvais engagé, humain, des réactions très, très... il a dû avoir du bon coaching. Fait que jette un coup d'œil là-dessus si tu l'as pas vu, la vague de retour du Vision Pro et les commentaires de Mark Zuckerberg. On rappelle à Facebook qu'on aimerait beaucoup, beaucoup essayer le Quest 3. On dirait que c'est rare, comme tout au Canada. On aimerait bien en faire l'essai et en parler en bien, j'imagine. J'en avais fait un essai très brièvement et j'avais été agréablement surpris de l'amélioration par rapport au Quest 2. Je suis entièrement d'accord, mais effectivement, il faudrait l'essayer à plus long terme. Il y a eu des mises à niveau de beaucoup d'applications de jeux du Quest 2 pour le Quest 3. Qui m'apparaissent tout à fait tentantes et intéressantes. Donc ça va être à suivre. Je vais y aller avec une nouvelle, je vais pas dire plus sérieuse, mais disons qui touche aux finances personnelles et au fameux sujet sensible du prix des télécoms au Canada. C'est le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qui a commandé une étude, un sondage en fait, il y a quelques semaines, quelques mois, pour connaître l'opinion du public sur leur perception du marché des services de télécommunications au pays. Ils ont fait ça dans le cadre ils se demandaient en fait, parce qu'ils ont lancé il y a quelques années des codes de conduite pour les entreprises dans les télécoms, du côté des fournisseurs de services Internet, du côté du sans fil et du côté de la télévision, la télédistribution pour utiliser un terme d'industrie. Ils voulaient savoir si les gens étaient au courant qu'il existait ces codes-là qui forcent les fournisseurs à respecter certaines directives, par exemple, justement, ne pas facturer à l'insu des gens des services ou des affaires ou changer en fait les tarifs, offrir la possibilité facilement de changer de fournisseur, des choses comme ça. Et il y avait aussi d'autres questions et d'autres faits saillants. Parmi ceux-ci, il y a un mouvement à la hausse du nombre de gens au Canada qui changent de fournisseur pour leur service parce qu'ils veulent soit un prix moins élevé ou un service de meilleure qualité. Et ça, c'est les gens de Plan Hub qui ont déniché ça dans l'étude. En 2018, 17% des gens disaient avoir changé de fournisseur dans l'année. En 2023, c'est 21% des gens. Donc, il y a une hausse, c'est vraiment une personne sur 5. Évidemment, il y a des changements qui ont été apportés au fil des 5 dernières années qui permettent qui facilitent le transfert d'un fournisseur à l'autre. Entre autres, l'apparition carrément de nouveaux fournisseurs, des fournisseurs dans le sans-fil, entre autres dans l'Internet bon marché comme Fizz, qui est une sous-marque de Vidéotron, mais quand même. Évidemment, il y a aussi une perte du nombre de fournisseurs indépendants. Ça, c'est pas étudié dans l'étude, mais c'est peut-être un effet à l'inverse, là, ou au contraire, qui force le changement de fournisseur, parce que quand ils disparaissent, il faut en trouver un autre, cela dit.
Ça veut pas dire que le prix est nécessairement moins élevé. L'apparition plus récente des eSIM aussi, vous savez, les cartes SIM virtuelles ou électroniques là, qui sont en fait essentiellement un panneau de configuration dans les réglages de ces téléphones. Maintenant, la plupart des téléphones vendus offrent la capacité de charger une eSIM, ce qui permet de changer de fournisseur assez facilement, ou en tout cas de trouver un deuxième fournisseur pour des données, entre autres, quand on est à l'étranger ou ailleurs, qui permet de payer moins cher. Un truc qui je vais pas dire me déprime, mais c'est un signe des temps qui ne devrait plus vraiment exister. Le 3/4 des gens au Canada qui ont un téléphone avec un forfait d'Internet mobile continuent d'utiliser du Wi-Fi dès qu'ils le peuvent pour éviter de payer trop cher et d'avoir un forfait trop élevé. Ça veut dire que les données coûtent cher, les données mobiles au Canada, et ça devrait, c'est un peu navrant parce que ça devrait pas être un problème. On peut avoir des centaines de gigs par mois sur un mobile dans d'autres pays, pour des peanuts presque, mais pas ici, donc ça c'est un peu embêtant. Et 30% des gens disent réduire leur utilisation des données après quand ils reçoivent une alerte leur indiquant que hey, t'es sur le bord de dépasser ta forfait mensuel. Donc il y a quand même des gens qui on gère ça, hein, on est près de son portefeuille, puis c'est super correct, mais les fournisseurs devraient réagir et ajuster peut-être leur forfait en conséquence. 13% des gens ont constaté que leur fournisseur de services apportait des modifications à leur forfait sans les informer. Ça, c'est évidemment la grosse partie des plaintes que reçoit le gouvernement canadien à ce sujet-là. En tout cas, l'organisme au sein du gouvernement qui s'occupe de ces choses-là, l'organisme des plaintes. La facturation, là, c'est un problème dans les télécoms. Il y a toujours des affaires qui changent, des prix qui changent, qui montent, qui baissent, des forfaits qui incluent des choses qu'on savait pas ou qui incluent des limites que les gens savaient pas qu'ils avaient. Beaucoup de lignes. La facture, là, je regarde ma facture. J'ai un service chez Vidéotron pour pas le nommer et je pense qu'il y a 40 lignes. Forfait, tel montant. Rabais, tel montant. Rabais 2, rabais 3, rabais 4. Mais bon, je peux le dire, ma dernière facture m'a coûté 13,25 pour mon forfait cellulaire. Avec tous les rabais que j'ai accumulés au fil des années, rabais de fidélité, rabais aubaine ici, je paie pas pour mon téléphone. Mon téléphone a été payé. Je suis rendu à 13,25 par mois pour mon compte, qui est un très bon forfait. Il y a de payer moins cher aussi, mais effectivement, faut prendre le temps. On n'a pas toujours le temps de connaissances, mais effectivement. Faut appeler ses fournisseurs. Et je suis content que les gens changent de fournisseur en cas de besoin. Ça va leur permettre d'avoir des meilleures offres. Et menacer, simplement mentionner. Puis je dis menacer pas méchamment, là. Dites simplement, regardez, telle autre entreprise offre tel service, tel forfait pour tel prix. Généralement, votre fournisseur va être pas content, mais devrait vous offrir quelque chose de similaire ou d'équivalent qui devrait faire votre bonheur. Si votre forfait vous rend pas heureux, vous avez la moindre insatisfaction, appelez gentiment. Ça peut que baisser votre facture. Yes, monsieur. Alors voilà, c'était les trouvailles de ce document qui, en passant, pour répondre à la question que posait le CRTC, seulement 17% des gens savent qu'il existe ces codes de conduite. Donc, prenez des notes et allez, vous pouvez consulter le site du CRTC. Il y a de l'information sur ces codes-là qui vont vous indiquer ce que votre fournisseur ou vos fournisseurs devraient respecter comme standard pour bien se comporter. Et peut-être que ça va vous donner l'occasion de les appeler et de leur dire, pas tout le temps. Bref, vérifiez ça. On parle d'intelligence artificielle tout le temps et on va en reparler encore parce que clairement, c'est le buzz du moment. Et ça fait beaucoup jaser. J'ai vu des vidéos parce que là, c'est pas accessible au public, mais ça s'en vient. L'outil de création de vidéos à partir de texte d'OpenAI qui s'appelle Sora a été présenté. C'est le buzz dans le secteur techno en ce moment même. Là. Ouais, et j'avoue que c'est pas la première fois. Facebook avait présenté la génération de vidéos à partir de petits textes. Tu décris ours polaire qui fait du surf, et puis ça te donnait c'était une image très courte, très basse résolution. OpenAI a présenté Sora, S-O-R-A. Allez sur OpenAI /Sora. Et il y a une vidéo qui a été générée à partir d'un prompt, une suggestion qui dit une femme stylée qui marche à Tokyo dans une rue pleine de lumière de néon avec des panneaux lumineux animés. Elle porte un manteau de cuir, une robe rouge longue et des bottes noires. Et j'ai fait wow, ça le fait. On croirait une image tirée de Blade Runner ou quelque chose comme ça. C'est superbe. C'est pas parfait. C'est pas parfait. On a l'impression que la colonne vertébrale de la dame a une drôle d'ondulation. Des fois, les pas sont un peu saccadés, comme si elle... Mais si ça a été généré, les générations de Sora peuvent atteindre jusqu'à 1 minute. Donc, on peut générer des vidéos quand même très élaborées. De même, c'est en plein HD, non? En plus, c'est comme une bonne résolution. Écoute, je le regarde en ce moment là, sur mon écran et c'est très, très net, c'est très, très beau. Il y a encore une fois des détails qui sont bizarres. La marque des lunettes qui a pas de sens. On regarde attentivement. J'ai pas compté son nombre de doigts, mais
Et on est rendu, on a fait un gros pas dans la génération. Il y a encore des hallucinations, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle les erreurs d'intelligence artificielle. Mais oui, c'est le progrès, la qualité de l'image quand on voit des images où il n'y a pas de ces espèces de petits détails agaçants, c'est quand même assez impressionnant. Oui. Sur la démo, OpenAI dit que les images ont été générées entièrement par Sora, sans retouche, sans modification. Je les crois. La question, c'est combien de vidéos ils ont générées pour avoir ceux-là. Ils en ont peut-être généré 10, 20, 30, 40 avant d'avoir quelque chose qui fonctionne bien. On a d'autres exemples avec des mammouths qui traversent la rue, une bande-annonce pour un film de science-fiction, un survol d'une ville western. Écoute, c'est un plan digne d'un film de Sergio Leone. Sergio Leone, ouais, c'est magnifique, ce survol et tout ça. Fait que je soupçonne que dans quelques années, là, on n'aura plus besoin d'être là, Alain. Quelqu'un disait cette semaine, on riait, on s'amusait, on trouvait ça cocasse quand Midjourney a vu le jour et un an plus tard, ou presque, un petit peu plus quand même, Midjourney a entraîné des pertes d'emploi dans des entreprises qui s'en servent plutôt que d'avoir des employés qui font la job. Donc ne rions pas trop de ça, parce que dans 2 ans, ça va peut-être affecter certains emplois. Pour l'instant, il n'y a pas de prix. C'est encore en prototype, en bêta, mais c'est assez impressionnant ce qu'on a déjà. Et compte tenu du fait que les compagnies d'intelligence artificielle ont tendance à lancer rapidement des versions améliorées, t'en parles dans quelques secondes avec Gemini, j'ai peur dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer avec la génération d'images et de vidéos. Alors, c'est drôle. Il y a une génération d'images d'un véhicule routier. Au lieu d'être Land Rover, la marque, c'est Danover. L'intelligence artificielle a généré quelque chose qui ressemble à un Land Rover, mais c'est la marque Danover. Ça m'a fait rire. Et voilà. Ben, écoute, parlant de mise à jour, on va en parler. Et c'est impressionnant. Google a présenté Gemini au Canada il y a 2 semaines, je pense, ou même 2 semaines, c'est hier. Avec c'est Gemini 1.0, avec Gemini Ultra 1.0, qui était l'espèce de version la plus haut de gamme. Et là, déjà dans les jours qui viennent de se passer, on a présenté Gemini 1.5, qui est plus intelligente et plus puissante. Je vais commencer avec l'exemple concret parce que ça frappe l'imaginaire. La capacité de Gemini 1.5 vous savez, quand on remet du contenu à l'outil pour avoir une espèce de résumé ou avoir une impression ou peu importe, c'est assez limité. Là, dans le cas de, je pense qu'au pilote, c'est comme 4000 caractères, donc c'est pas une grosse quantité d'informations. Dans le cas de Gemini 1.5, on pourrait donner l'équivalent de dizaines de milliers de lignes de code d'un coup ou jusqu'à l'équivalent de 11 heures de vidéo en pleine HD. Et après, lui demander qu'est-ce que tu en penses ou tu sais qu'est-ce que je devrais faire, ainsi de suite. Et l'exemple donné par Google, c'est Sundar Pichai qui le donne en personne, le PDG de Google. Il dit, par exemple, des cinéastes pourraient télécharger leur film en entier et demander à Gemini ce que les critiques vont en penser. Et ça menace des gens qui ont des emplois, là, des critiques de cinéma qui peuvent se faire remplacer par Gemini, on s'entend. Dans Le Devoir, c'est facile, c'est nul. Ils vont dire, c'est nul, votre film, il est mauvais. Ils sont très sévères, nos critiques cinéma au Devoir, je le dis tout de suite. Mais ils ont raison parce qu'ils ont fait après. Mais cela dit, ça vous donne une idée de l'ampleur. Ils pensent aussi que des entreprises pourraient remettre tous leurs documents financiers à Gemini et leur demander, imaginez une entreprise, qu'est-ce que vous demandez? Sauve-moi de l'impôt, coupe dans les coûts, rationalise, et ça pourrait être le Gemini qui prend des décisions d'affaires. Donc, c'est quand même assez important. Techniquement, là, on pense que Gemini 1.5, la version de base, est au moins aussi performante que le Gemini Ultra actuel. Donc, c'est vraiment un mouvement vers le haut de la puissance. Gemini 1.5 serait 87% plus... En fait, Gemini 1.5 a surpassé Gemini 1.0 Pro dans 87% des tests de référence. Donc, est vraiment supérieur dans à peu près tout. Au modèle précédent. Et ce modèle-là, malgré qu'il est aussi puissant, consommerait moins d'énergie pour fonctionner. Donc ça, pour les serveurs de Google, c'est bien. Et aussi pour la version Nano qui pourrait être portable sur un futur Pixel 9, Pixel 10. Quand est-ce qu'on pourrait avoir un Gemini de poche dans son téléphone Pixel? Ça s'en vient vite, ça aussi, on l'imagine assez facilement. Mais c'est fou. Alors, vous pourriez produire une petite vidéo, faire ça sur votre téléphone, envoyer ça à Gemini sur votre téléphone et lui demander est-ce que ce résultat-là serait digne d'un film de cinéma qui pourrait remporter un Oscar? Et Gemini pourrait vous donner un avis informé et renseigné sur la patente. Wow. Ouf. On est rendu là, les amis. C'est quand même pas rien. Et naturellement, il y a beaucoup de surenchères. Ça veut pas dire que c'est vrai parce qu'ils le disent, mais il y a beaucoup de surenchères parce que tu viens de parler de Sora, OpenAI, Google, Meta aussi, on entend moins parler, mais aussi ils sont dans cette game-là. Il y a une course à l'intelligence artificielle en ce moment. Et clairement, on veut rapidement arriver avec le haut du pavé. Et je sais pas à quel point ça évolue, à quel point ça va évoluer comme ça longtemps.
Mais on va en reparler souvent, j'ai l'impression, de ces nouvelles versions de leurs outils de compréhension de langage et de génération de langage, parce que ça va vite. Voilà. D'ailleurs, c'est la fin de l'actualité, mais on va en reparler tout de suite après, parce qu'on a un petit segment où au moins un chercheur s'inquiète de ce qu'il appelle le délestage cognitif, c'est-à-dire que ces outils-là d'intelligence artificielle vont nous rendre plus idiots, dit-il. Vrai ou faux? On prend une courte pause parce que j'ai vu tes réactions. On en parle dans une seconde. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et re-bienvenue à Une tasse de tech. On va parler entre gens intelligents là de comment l'intelligence, c'est weird, ça se dit mal, mais l'intelligence artificielle nous rend idiots. On va en parler. Mais juste avant, j'ai une excellente nouvelle pour les gens de toute valeur de QI. Là. Il y a pas de mauvaise réponse à ce jeu-là. D'un truc qui m'est arrivé, on en parle depuis quelques semaines. Notre partenaire Planet Hoster, qui est un hébergeur québécois pour site web, pour donner en cloud et ainsi de suite. Et je vous le dis, depuis une couple de semaines, je vous en ai parlé, j'ai essayé de transférer mes données. Et là, je l'ai fait en fin de semaine dernière. Ça m'a pris 20 minutes pour transférer un site qui contenait quand même plusieurs centaines d'éléments. Yes. Évidemment, c'est pas un site très complexe. Je fais qu'héberger c'est de l'agrégation de ce que j'écris un peu à gauche, à droite sur le web, des vidéos et de l'audio de nos balados, une tasse de texte, ça tient la route aussi que je fais. C'est plus automobile, mais qui est avec le Cogeco, ça aussi. Et là, ça m'a pris 20 minutes et ça m'a pris 20 minutes sur mon iPhone dans un gymnase de l'école secondaire à Chambly pendant qu'il y avait une pause entre deux matchs de volleyball plus jeunes. Si vous demandez, ouais, mais c'est compliqué de changer un site web de place. Avec ton téléphone. J'ai fait ça sur mon iPhone facilement. Ça m'a pris 20 minutes sans aide. Il n'y a pas de triche. J'ai fait ça 100% à l'insu même des gens de Planet Hoster qui s'offraient de m'aider, mais j'ai dit, regarde, on va vivre l'expérience. Ça m'a permis de transférer le nom de domaine qui m'appartient, qui est hébergé sur leur serveur maintenant. Ça m'a permis évidemment de mettre à jour les outils de sécurité, le certificat SSL, les choses comme ça. J'ai transféré les boîtes de courriel. Ça a pris vraiment une peanut, là, c'est vraiment pas compliqué. On en profite dans ce temps-là pour resécuriser aussi, parce que c'est d'autres serveurs, donc on peut changer des mots de passe. Vous savez, les mots de passe des petits pirates, ils s'essayent. Alors, des mots de passe plus frais, ça permet d'éviter que ce qui a déjà été coulé le continue de l'être. Ce que j'ai trouvé intéressant, ils offrent de migrer sur soit cPanel, qui est le fameux panneau de configuration qui est assez populaire pour gérer ses sites web, ses DNS, ces choses-là. Ils ont un truc qui s'appelle NOC, mais c'est un 0, là, c'est le nom exact m'échappe, qui est un outil de gestion que je ne connaissais pas, mais que j'ai finalement utilisé dans mon cas parce que c'était un peu par défaut la configuration qu'ils proposaient. Et ça m'a vraiment permis de simplifier la gestion de tout ça, parce que maintenant, je gère mon domaine, j'ai pu créer des entrées dans mon DNS pour, entre autres, m'authentifier sur Blue Sky. Et là, c'est une autre conversation, mais Blue Sky offre, entre autres, de créer, à la façon des réseaux sociaux décentralisés, là, une adresse comme son nom d'utilisateur .bluesky.app. Mais on peut aussi avoir notre propre utilisation, notre propre nom de domaine qui permet de certifier quand vous êtes entre autres journaliste, là, que vous êtes vraiment qui vous dites que vous êtes, parce qu'ils disent, si tu arrives à t'authentifier pour avoir un site web à ton nom, probablement que tu es une personne humaine qui existe pour vrai, donc ils donnent un peu plus de véracité. Et ça m'a permis de le faire en 8 secondes. Fait que sur Blue Sky, j'ai pu créer mon propre utilisateur avec mon site web à moi. J'ai trouvé ça cool. Ça a pris 2 secondes sur le site de Planet Hoster. WordPress s'installe en 8 secondes. Évidemment, on migre facilement. Hein. On enregistre d'un côté les archives et on les transfère et ça s'exporte et s'importe en 8 secondes et quart. Ça n'a pas vraiment pris de temps. J'avais plus qu'un gigaoctet de données là, d'archives, ce qui est pas beaucoup, mais c'est que du texte et des petites photos. Donc, c'est du volume pour moi, mais pour un site web normal, c'est peut-être des peanuts. Mais le temps que ça a pris, j'ai trouvé ça le fun. Et tout ça, 20 minutes plus tard, il y avait un 3e match de volleyball et j'ai pu y retourner et c'était réglé. J'en ai profité pour mettre à jour le thème de mon site WordPress qui commençait à être un peu vieux. J'ai même changé de logo d'entreprise entre-temps, donc ça m'a permis de mettre à jour aussi le visuel. J'ai trouvé ça assez cool et je vous dis, si vous voulez, si c'est quelque chose qui vous titille, parce que là, ça c'est québécois, c'est pas cher, ça vaut la peine si vous dites, je paye tant sur un hébergeur étranger ou sur un Amazon de ce monde et mon Dieu, j'aimerais sauver des sous, figurez-vous que c'est possible. Et oui, c'est pas compliqué. C'est simple. Allez voir ça, planethoster.com.
Déménager son site web, c'est quelque chose qui est anxiogène. Tu es une petite entreprise, tu dépends de ça pour gagner des sous, générer des leads, ta visibilité. Passer avec un nouveau fournisseur, ben, ça peut t'aider. Puis avec Planet Hoster, c'est simple que ça. Tu me rassures, Alain, j'ai le goût de le faire. Je pense que c'est moi qui vais raconter mes aventures au cours des prochaines semaines. Je veux dire, mon gros élément avec Planet Hoster, parce que c'est québécois, ça a toujours été mon élément principal. J'ai enregistré mon nom de domaine sur WebDomaine à une autre époque, et ça existe encore. Puis là, j'étais content d'avoir cette solution tout en un qui est basée à Laval. Écoute, ça peut pas être plus québécois que Laval. Ton site, c'est quoi? Horizonmedia.ca. Horizon Média, les gens vont pouvoir voir le beau travail, horizonmedia.ca, planethoster.com, évidemment, planethoster.com avec un H. Oh, qui est beau ton site, Alain! Hébergé sur Planet Hoster. Wow! Ça va l'air quasiment scripté, Pascal. Non, mais c'est pas scripté en plus. Mais non, c'est ça qui fait. Je suis bon pour ça, mais écoute, c'est vraiment cool ton style. Quand même. Wow, c'est WordPress. Il y a des petits widgets balado, donc vous pouvez aller écouter nos balados et vous abonner à même le site. C'est quoi ton template? C'est fatigant? Wow. C'est amusant. Horizonmedia.ca. Hey. Bon, allez voir ça, allez voir ça si vous voulez. Vous pouvez cliquer puis vous ramasser sur les vrais sites des vrais articles originaux. Les gens vont me remercier, ils vont vous remercier aussi. Chose sérieuse, Pascal, parce que l'heure est grave. Semble-t-il qu'il y a des effets catastrophiques insoupçonnés de l'intelligence artificielle générative. Elle va nous rendre, nous, les humains, plus idiots. Ben oui. Il y a un phénomène qu'on appellerait, et c'est à nous de l'appeler, parce qu'il n'y a pas vraiment de terme officiel, mais c'est ce que propose l'auteur de l'étude, un délestage cognitif. Ah là là, j'ai peur, Alain. Ça veut dire qu'on prend une partie de notre cerveau et qu'on la drop, puis on la lance par la fenêtre à ChatGPT. Il faut donc avoir peur de l'intelligence artificielle. Mon intelligence... Doit-on avoir peur de l'ordinateur? L'ordinateur est notre ami. Il est notre ami. Ben oui, il est notre ami. Même chose. Claude Saucier dans RBO, il y a 25 ans, le disait à la blague, mais c'est très vrai. Dans son article intitulé « Effets catastrophiques », en partant Samuel Ton, le professeur Humberto León Dominguez de l'Université de Monterrey, au Mexique, explore les implications potentielles de l'intelligence artificielle sur les fonctions cognitives humaines. Je vous le lis parce que c'est ça. Hein? En se penchant sur des chatbots comme ChatGPT conçus pour imiter la conversation humaine, Dominguez exprime ses préoccupations quant à la possibilité que l'intelligence artificielle agisse comme une prothèse cognitive qui accomplit des tâches cognitives pour les humains et qui nous rend essentiellement abrutis. La dépendance excessive à l'IA pourrait entraîner un affaiblissement des capacités cognitives humaines compromettant la pensée critique et la créativité. Merci ChatGPT, everything is awesome, je n'ai plus de pensée critique. Mais non, c'est franchement, je comprends l'inquiétude, mais il faudrait pas charrier non plus. Ben écoute, c'est ce qu'on a entendu avec l'arrivée du livre, avec l'arrivée de la calculatrice, l'arrivée de l'ordinateur, l'arrivée d'Internet, l'arrivée de Wikipédia, ça allait nous rendre... Du carnet d'adresse sur son iPhone, où on se disait, oh ben là, je me rappelle plus du numéro de téléphone des gens, je vais être idiot. Mais c'est pas comme ça que ça marche, le cerveau. Le cerveau, c'est une machine qui produit une capacité à traiter l'information. Puis si on a moins d'informations à traiter dans un champ, on va le traiter dans un autre champ. C'est sûr qu'on va trouver d'autres façons de se casser la tête. C'est ce qu'on fait, nous, les humains. C'est ce que je pense que les humains font. C'est sûr qu'il va y avoir certaines personnes, des étudiants, entre autres, qui vont s'amuser à délester leur cerveau. Mais ça va peut-être les amener à aller plus loin dans d'autres domaines. Enfin, moi, j'ai la technologie optimiste. C'est sûr qu'il va y avoir des contrôles à faire. Les devoirs remis par des étudiants vont devoir peut-être être faits en personne, sur place, ou peut-être qu'il va y avoir le retour des examens oraux pour démontrer que les étudiants ont un minimum de compréhension réelle de la matière par des humains. Tu touches un bon point parce que beaucoup de gens s'inquiètent qu'on lit moins de livres qu'avant. Ça, c'est un truc, au moins de presse écrite et ainsi de suite. Et vous savez, lire, c'est depuis plus d'un siècle, c'est considéré comme le summum de l'intellectualisme. Là. Mais avant ça, pendant l'écriture a 3500 ans, 35 000 ans, je sais plus trop, sur des milliards d'années d'évolution, et je comprends que le cerveau a évolué et tout ça, mais la culture orale a aussi sa façon de faire, et on revient avec la vidéo un peu vers ça, mais ça veut pas dire qu'on est moins capable d'articuler sa pensée, c'est juste qu'on l'articule différemment, puis effectivement, les points d'évaluation de la capacité du cerveau de traiter de l'information change, parce que la façon de l'ingérer et ensuite de la produire change aussi, et cet outil-là, clairement, ça va dans cette lignée-là, c'est-à-dire que on va demander à une espèce de super assistant numérique éventuellement d'accomplir des tâches pour nous, mais est-ce que pour autant, on va être moins capable d'évaluer
d'avoir un esprit critique face aux choses, c'est une question sur laquelle je pense pas que c'est tout blanc, tout noir. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être des situations où ça va changer notre façon de réfléchir aux choses. Par exemple, ChatGPT, achète-moi une ampoule pour mon bureau qui est brûlé. On se questionnera pas sur quelle est la marque de l'ampoule ou, tu sais, des affaires, des petits détails comme ça dans le processus d'achat ou de réflexion. Si c'est l'ampoule ou le bureau qui est brûlé. Par exemple, effectivement. L'ampoule pour mon bureau qui est brûlée, c'est l'ampoule qui est brûlée, pas le bureau. Est-ce que votre bureau a passé au feu? Non, c'est pas comme ça. Mais effectivement, ça va créer d'autres problèmes, ça va créer d'autres façons d'interagir avec les choses. Moi, ce qui m'inquiéterait plus, c'est pas le délestage cognitif, c'est ce que j'appellerais, parce que je l'invente à mesure, le délestage social. C'est-à-dire que notre cerveau est actif parce qu'on interagit avec des gens à travers le livre, à travers la télé, à travers l'Internet. Et c'est la valeur sociale d'un outil comme ChatGPT qui nous empêche de contacter d'autres humains, parce que ça remplace un peu cette partie-là de l'équation sociale. Ça, si j'avais à être un chercheur universitaire, ça m'inquiéterait en disant, c'est là où on va peut-être perdre un peu de cette, je vais appeler ça l'intelligence collective, parce que, vous savez, et là, je vais prendre une analogie sportive, mais des fois, on a une équipe de sport, puis on a 5 bons joueurs, mais l'équipe est meilleure que le total du talent des 5 joueurs, parce qu'il y a une intelligence collective, il y a une capacité collective à s'améliorer, et je pense que quand on met plusieurs personnes ensemble en collaboration sur un problème intellectuel, il se crée ce phénomène-là où la somme des tout est plus élevée que la somme individuelle de chacun. C'est drôle de phrase. Mais je pense que c'est un truc, et ça m'inquiéterait plus que la question du délestage d'informations à ChatGPT. Je suis pas au point de toute façon où, tu sais, on peut pas demander à ChatGPT d'écrire pour nous un article de journal. Parce que le résultat, de toute façon, est jamais à la hauteur de ce qu'on ferait nous-mêmes. Je parle en tant que journaliste. Pas encore. Moi, j'avoue que des fois, j'ai lancé des brouillons d'articles. J'avais les premiers jets d'articles que j'ai demandé à ChatGPT de faire, mais j'ai dû faire des grosses retouches. À la fin, il restait peut-être 20% de ce qui avait été proposé, parce que j'ai reformulé, j'ai simplifié. Je trouvais que le ton était trop franchouillard dans beaucoup de cas. Je trouvais qu'il y avait trop d'informations, trop d'esbrouf, trop mais ouais. Quand même, ouais. Ben, il faut aller à la source, il faut s'informer, il faut parler à des gens, et ça, ChatGPT le fait pas. Il va pas appeler quelqu'un, tu sais, la sommité en matière d'un sujet donné pour dire que penses-tu de cette situation. Donc, cette partie-là de l'affaire reste l'élément social qui fait la différence, en fait. Oui. Le rendu au bout, bon, c'est correct, mais c'est comme dire, est-ce que le crayon ou le stylo fait qu'on est moins intelligent parce qu'il y en a un qui écrit à la mine et l'autre à l'encre? Et là, je super simplifie la question, là, mais c'est un peu ça aussi, de dire, on a déjà des traitements de texte, on peut déjà générer de l'autocorrection et plein d'affaires. Est-ce que cette prochaine étape-là de génération de texte, à moins qu'on ait des moteurs de langage individuels basés sur notre expérience à nous, parce que ça nous sort des affaires plus génériques, hein, c'est très américano-centrique, donc si on demande des sources, on va trouver des affaires dans des sites, des affaires plus américaines ou anglophones que ce qu'on a ici au Québec, entre autres. Donc ouais, on n'est pas encore au point, je pense, où on va être moins intelligent à cause de ça. Est-ce qu'on sera plus paresseux? Je ne le sais pas, ça va être à suivre, mais ça veut pas dire qu'on est moins capable de réfléchir pour autant. Ça va peut-être donner un coup de pouce aux gens qui l'ont moins facile. Les gens qui ont de la difficulté en orthographe, ça va peut-être aider à mieux écrire. Ça va peut-être monter la barre. Mm-hmm. Le niveau de conversation va peut-être s'élever si on a les gens qui utilisent les outils de l'intelligence artificielle générative pour communiquer, et ainsi de suite, vont peut-être avoir des meilleures communications. Même si c'est moins facile pour eux à la base, les gens qui ont des handicaps, les gens qui ont des difficultés, comme ça, vont peut-être pouvoir mieux communiquer plus facilement. Ça, c'est le beau côté des choses, je trouve. Parce qu'on va perdre de l'authenticité et de la capacité à trouver de l'information au fil du temps. Un peu. C'est dans les cas extrêmes. Je pense que c'est ce que dit le chercheur, M. Dominguez. Je pense qu'il dit, c'est que, de façon générale, c'est pas bien grave, mais il y a des cas où les gens vont devenir tellement dépendants de cet outil-là que ça va créer des problèmes quand ils vont être dépourvus de l'accès à l'outil. Et ça, effectivement, ça peut être un débat. Je pense qu'on le voit dans la génération de spam, la génération de matériel de vente, la génération de courriels de lead. Moi, il y a une entreprise que je nommerai pas là, qui m'envoie 3 fois par semaine des courriels sur des thèmes différents. Ça me semble tellement flagrant que c'est généré par ChatGPT. Hey, notre produit est merveilleux, commande-le, achète-le tout de suite, ça va changer ta vie, c'est extraordinaire. Puis le produit n'est pas encore lancé. Là. Le produit, il s'en vient bientôt. Mais ça fait 1 an, littéralement, que 3 fois par semaine, il génère du contenu à partir de ça. Ça va être, que d'émotion. Voilà. Alors, le débat est lancé. Pensez-y, est-ce que vous allez être plus idiot si vous utilisez ChatGPT dans le futur? Je vous laisse y répondre. Si vous voulez nous écrire pour nous donner votre avis, on est très ouverts. Et nous sommes authentiques dans nos réponses. Je vais dire ça comme ça.
Nous, on va prendre un petit seconde, faut que je prenne mon souffle et que je change ma tête de place dans ces passages-là. Parce qu'on va parler de nos gadgets, mais c'est de la semaine. Pascal, t'en as un qu'on voit pas, mais que toi, tu regardes depuis tantôt. Donc ça, oui. Est-ce que tu te sens plus en contact avec moi depuis le début du podcast? Ben, t'as l'air plus dedans, tu sais. Fait que c'est clairement un effet bénéfique. Moi, je me sens plus dedans, toi. Ah! Non, OK, on va à la pause. Pas une autre chose, on revient tantôt. En 9+. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. C'est le moment de vous parler de ce qui fait la magie, ce qui fait pétiller l'iris de Pascal depuis le début de l'émission. Parce que tu nous regardes et tu nous fixes, pour ceux qui nous regardent en vidéo, bien sûr, avec une intensité que je n'ai rarement que vue, ma phrase n'est pas bonne, que j'ai pas vu souvent. Mais en tout cas, bref, il y a une raison à ça. Tu essayes un produit que nous, on voit pas, je sais pas si tu vas pouvoir nous le montrer, mais qui s'appelle le Prompter de la compagnie Elgato, que je connaissais à l'époque pour son truc de télé. Là, on peut brancher son téléviseur, sa source télé dans un ordinateur, mais ils ont évolué. Et là, ils offrent ce truc-là pour les streamers, si je comprends bien. Oui, Elgato, c'est une compagnie qui offre à peu près tout ce qui est nécessaire pour être un YouTuber extraordinaire, y compris un télésouffleur. Ils ne se sont pas cassés la tête pour le nom, c'est le Prompter, télésouffleur en anglais. Ce que c'est un petit appareil qui permet de faire comme le lecteur de nouvelles et de voir du texte au travers de sa webcam. On regarde sa webcam, on regarde sa caméra et on voit du texte défiler si on veut. Il y a un miroir, il y a un écran qui projette sur un miroir. Fait que quand on regarde sa webcam, on regarde le texte et on a l'impression de regarder les gens dans les yeux. Ce qui est fantastique, c'est que ça peut aussi servir, et c'est pour ça surtout que je m'en sers, pour les appels vidéo. Tu peux voir la fenêtre où normalement les gens, là, tu regardes les gens. Normalement, tu es un peu à côté de ma webcam, un peu en bas. Fait que quand je te regarde, je regarde un peu en bas à gauche, je regarde un peu en bas à droite, c'est moins humain. Et là, je le fais. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous allez le voir. Mais là, si je veux, je peux te regarder. J'ai mis ton image dans mon télésouffleur et je te vois. Et là, en ce moment, j'ai l'impression de te regarder dans les yeux. Et c'est beaucoup plus confortable. Sérieusement. Pas déconcentré, par exemple, t'es vraiment focus. Écoute, non, parce que quand je te regarde, c'est comme si je te parlais. Mm-hmm. Et donc, beaucoup plus apaisant. Je donne des formations en ligne sur Microsoft 365, ceux que ça leur tente. Je peux regarder les participants de l'appel beaucoup plus souvent, beaucoup plus confortablement. Si quelqu'un pose une question, je peux regarder la webcam, voir les participants. Et c'est gênant. Les gens, ils me regardent, je suis gêné. Non, ça crée pas une... Je trouve que ça fait un beau contact. Je sais pas si tu te souviens, dans un épisode, il y a un invité qui, tout le long, je l'ai trouvé extraordinaire, a regardé sa webcam. Mm-hmm. Et je sais pas, tu t'en souviens, hein? Oui, parce que c'était tellement remarquable. Probablement est-ce qu'il utilisait un télésouffleur? Bonne question. C'est un bel appareil. Ça intègre la tablette. On va parler d'une tablette dans quelques secondes. On n'a pas besoin, parce qu'il y en a qui existent beaucoup moins chers. L'espèce de miroir. Qu'on peut mettre pour iPad ou pour tablette ou pour téléphone. On positionne sa caméra, on positionne sa webcam dedans. Sauf que ça demande d'utiliser un logiciel pour contrôler sa tablette. Ça demande un logiciel de souffleur. C'est pas parfait. Faut charger sa tablette, faut brancher. Le Prompter, c'est un appareil tout en un. Il y a deux petits morceaux où on peut attacher un appareil photo, si on désire, ou un appareil vidéo pour filmer, ou la webcam Facecam d'Elgato. Ils ont une webcam assez performante qu'on peut intégrer dedans à la bonne position et tout. Sinon, il y a une espèce de voile qu'on peut mettre derrière sa webcam standard. Donc, on peut utiliser n'importe quelle webcam. On la positionne sur un petit support pour appareil photo. C'est ce que j'utilise en ce moment. J'attends d'un gars sur Etsy. Il imprime des caches pour d'autres webcams. Je le dis, parce que si les gens disent j'ai pas la webcam d'Elgato, je suis obligé de l'acheter, on peut s'acheter une cache qui coûte une quarantaine de dollars, qui va permettre de prendre la webcam que j'ai en ce moment et l'adapter sans avoir l'espèce de voile, puis d'enlever beaucoup d'espace derrière. Okay. Jetez un coup d'œil sur le site d'Elgato, là, le Prompter, vous allez comprendre ce que je veux dire.
ça marcherait avec un téléphone aussi, avec la caméra, par exemple l'iPhone ou les appareils qu'on peut faire, on peut utiliser comme webcam et qui sont Oui, parce qu'ils ont une application pour téléphone. Fait que si je comprends bien, on pourrait placer son téléphone derrière le miroir et avoir le texte qui défile à ce moment-là dans le télésouffleur. Je pense qu'on peut utiliser. Je l'ai vu l'option. Fait que ça, c'est un autre truc à considérer. Honnêtement, j'y ai pas pensé, parce que je trouve que ça marche bien. Mais oui, j'ai vu la possibilité d'installer dans son téléphone. Ce qui est flyé, c'est qu'on peut l'installer. J'ai parlé du Stream Deck, l'espèce de petit panneau de contrôle. On a tout un panneau de contrôle. On peut, si on veut, accélérer le défilement du texte, changer ce qui apparaît sur son écran très facilement avec le Stream Deck. On peut aussi utiliser, surtout, Elgato offre une pédale de contrôle. Fait que si on veut faire défiler son texte, on peut simplement avec son pied. Ça commence à être très professionnel. Faire défiler le texte un peu plus vite, un peu moins vite, et toujours en gardant le contact visuel avec. Puis l'application est très bien faite. J'ai essayé de travailler avec un télésouffleur, puis avec une tablette. Ça, c'était le casse-tête de la mort. Les applications étaient pas précises, ça marchait pas super bien. Fallait contrôler, taper la tablette. Une fois que c'était parti, c'était difficile d'arrêter. Puis souvent les applications de télésouffleurs étaient un peu plus chères. Fallait payer pour avoir les options plus intéressantes. Deux petites limites. Le miroir qui est devant sa webcam empêche la reconnaissance faciale Hello de Microsoft, entre autres. J'avais ma webcam Logitech qui permettait de reconnaître mon visage. J'ai l'impression que ça coupe l'infrarouge, c'est réfléchi, ça fonctionne pas bien. Et aussi, il faut être bien éclairé et éventuellement diminuer la luminosité du télésouffleur si on veut pas voir ce qu'on projette dans son télésouffleur dans l'image qu'on filme. Un peu à la Star Wars, là, on peut voir le texte défiler au travers de l'image si on fait pas attention. C'est un petit réglage. J'espère que c'est pas le cas en ce moment. Soyez attentif. Regardez, peut-être qu'on voit ton reflet dans mon image, mais c'est à considérer. Puis aussi, évidemment, le coût. Combien tu penses que ça coûte, cette belle machine-là? Ben, je serais tenté de dire 129,95. Ouf! C'est 380 $ canadiens. Oh, quand même. Ah oui, non, mais c'est des gros sous, ça. Ouais. 380 si on veut acheter la facecam, si on veut renouveler. Parce que si tu as, par exemple, la webcam intégrée dans ton écran, tu pourras pas l'utiliser pour, en tout cas, tu pourrais l'utiliser pour la fonction télésouffleur, mais tu n'auras pas l'effet magique de regarder la webcam parce que la webcam va être un peu en bas du télésouffleur. Et puis, si tu ajoutes, si t'as pas la webcam qu'ils offrent, ben, il va falloir installer. J'ai eu besoin aussi d'un trépied, parce que tu peux pas juste poser le télésouffleur, sur ton écran. Ben oui. C'est ça. Ça marche bien. T'as une petite webcam, ça se pose bien avec un petit clip. Habituellement, c'est inclus. Avec le prompter, tu dois, j'ai acheté un petit trépied que j'ai clippé à mon bureau, 40 $, pas très cher, mais ça permet de le positionner juste au-dessus de mon écran à la bonne hauteur. Mais je te le dis, pour moi, moi qui fais beaucoup d'appels vidéo, ça change la donne, beaucoup plus confortable. Pour la formation, oui, quand t'es la personne qui parle le plus, là, effectivement, quand tu fais une présentation, ça fait une belle différence, je peux comprendre, parce que on a l'habitude, parce que c'est comme ça que ça marche depuis toujours, de des gens qui regardent un petit peu à côté, mais regarder la caméra comme telle, ça ajoute une valeur, c'est certain. Oui. Puis si tu peux faire en plus défiler du texte, je l'ai fait pendant j'avais des notes que je voulais faire apparaître, je les ai glissées. C'est un troisième moniteur, ou un deuxième moniteur, c'est un moniteur supplémentaire tout simplement. Fait qu'on peut y glisser ce qu'on veut si on désire. On pourrait aussi non seulement afficher la fenêtre de vidéo, les participants de la conférence, mais aussi il y a une fonction bêta qui permet de voir les clavardages. Fait que si tu veux, tu pourrais avoir juste les clavardages, tu pourrais ne pas voir tes participants. Je pense aux gens qui font des trucs sur OnlyFans, par exemple. Ils veulent pas voir leurs participants, mais ils pourraient voir les clavardages live. Ce marché-là, mon feeling est plus important qu'on le pense. C'est un bel exemple, OnlyFans, comme l'endroit où on veut effectivement ce genre d'appareil. J'ai pas beaucoup de succès là-dessus, étrangement. Ouais, on n'est pas, oui. Personne ici est rendu là, Pascal, t'es correct. Donc, le Elgato Prompter. Merci, Pascal. Oui. C'est drôle parce que pour le même prix qu'un prompter, moi, je vous propose la Galaxy Tab A9 Plus, qui est la nouvelle tablette toute récente mise en marché par Samsung, qui se veut à ce prix-là. Elle commence à 330, mais il y a une version à 400 $ que je vous recommanderais davantage. Mais ça se veut vraiment une tablette Android qu'on dit d'entrée de gamme. La A9 Plus remplace, pour ceux qui suivent ça, la Tab A8 chez Samsung, qui était le modèle précédent. C'est une tablette à écran de 11 pouces, donc format
plus que le minimum, je veux dire ça comme ça. C'est vraiment ce format style iPad plus que iPad mini, là, qui est un peu la référence si vous voulez comparer les dimensions. C'est un bon format. Il y a 1900 par 1200 pixels. C'est une profondeur de pixels de 206 pixels par pouce, qui est correct. Évidemment, on dit toujours la référence, c'est puis là, c'est une question de point de vue, mais en haut de 150, c'est bien en masse. 206, c'est tout à fait correct. Il y a des appareils qui en font plus. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça sur une tablette? Je ne le sais pas. C'est une question de point de vue. Et qui a un ratio d'image de 16 par 10. Donc, il est un petit peu plus rectangulaire, ou en tout cas carré, disons, que vraiment ultra panoramique, là, donc ce qui est quand même pas mauvais. Et c'est un appareil qui fait 6,9 mm d'épaisseur et 480 grammes seulement, donc très portable. Je vous dis ça parce que ce sont des détails techniques qui font quand même une différence, mais c'est aussi un appareil qui est relativement rigide, ferme, solide, durable et tout ce que vous voulez. Donc, qui pour le prix, il suffirait d'ajouter un très petit étui, on pourrait le confier aux enfants et on serait content. Parce que souvent, c'est un appareil très familial, une tablette, hein, on le sait, c'est pas un truc qui est toujours utilisé de façon très individuelle. Donc, ça peut faire un bel appareil de ce point de vue-là. Évidemment, au prix qui est demandé, on n'a pas le fine pointe de performance. On parle d'un processeur Snapdragon 695 avec de base 4 GB de mémoire vive et 64 gigaoctets de stockage. Le processeur est correct. De toute façon, c'est le seul choix qu'on a de ce côté-là. Je vous recommanderais d'y aller avec 8 gigaoctets de RAM et 128 gigaoctets de stockage, qui est la version à $400. Je pense que 128, c'est le minimum en stockage sur un appareil mobile pour la musique, les vidéos, tout le kit, parce qu'à un moment donné, ça commence à se remplir vite. Même les applications commencent à peser lourd. Là, quand on en installe quelques-unes, ça occupe beaucoup d'espace dans une mémoire, surtout de 64 gigaoctets. Et il y a une version avec possibilité d'avoir une connexion 5G en plus du Wi-Fi. Donc, je pense pas que ce soit nécessaire, mais je comprends que des entreprises, notamment, apprécient cette capacité-là d'avoir des tablettes pour leurs employés qui sont connectés sur les réseaux cellulaires. Donc, ça existe. Cela dit, il n'y a pas de certification IP. Elle n'est pas certifiée comme étant à l'épreuve des éclaboussures et de la poussière, et même encore plus du sable et de la pluie et je ne sais pas quoi. Donc, faites attention si vous voulez en utiliser une. C'est pas un appareil qui est résistant, certifié, en tout cas, contre les intempéries. Et il y a une recharge USB-C qui est fournie. En fait, quand on l'achète, ça se recharge par USB-C, mais quand on l'achète, on a un chargeur à 15 watts, mais on peut utiliser un chargeur plus puissant, par exemple 30 watts, sinon c'est long. On perd l'habitude des vieux chargeurs, mais charger cet appareil-là prend 5 heures si elle est vide, avec le chargeur inclus, ce qui a aucun bon sens. À moins vraiment que vous soyez pas un super utilisateur très mobile, là, mais c'est assez limité. Il y a 2 caméras, ça c'est une limite. Il y a une caméra de 8 mégapixels à l'arrière et de 5 mégapixels à l'avant. C'est pas un outil pour produire du contenu de qualité. Là. Ça fait la job pour scanner des documents, des choses comme ça, mais pas ben plus. Les photos sont pas terribles. En revanche, il y a la reconnaissance faciale pour la déverrouiller. Il n'y a pas de lecteur d'empreinte. Et ça, je sais pas s'il y a des écoles de pensée qui vont plus dans un sens que de l'autre. Moi, la reconnaissance faciale, je la trouve correcte de façon générale. Mais un ou l'autre m'indiffère, en fait. Mais il y a des gens, je pense, qui préfèrent la reconnaissance, c'est-à-dire la lecture d'empreinte. Bon, ben, il l'a pas. Fait que dites-vous que c'est pas une possibilité de ce côté-là. Et je vous parlais de la recharge lente. La batterie là-dedans fait 7040 mAh, ce qui est quand même assez gros, je trouve. Mais ça suffit pour à peine une journée d'utilisation. Un petit peu plus qu'une journée si vous faites du web, la vidéo, une utilisation normale, avec des jeux, même des jeux vidéo, des choses comme ça. Donc ça, j'étais vraiment déçu parce que des tablettes Android pas chères qui font plus qu'une journée, qui font 2 jours et même plus, il y en existe. On en parle peu, parce que souvent c'est des produits de marque chinoise, là, donc c'est un peu, c'est sûr que c'est peut-être moins fini, avec moins de soins, des choses comme ça, mais quand même, il y a possibilité de chercher mieux de ce côté-là. Et ça vient avec Android 13. Et dans ma tête, quand je dis ça, ça fait point. Parce qu'on est rendu avec Android 14, entre autres, sur la tablette, la Pixel tablette de Google. Évidemment, c'est Google, ils peuvent tricher, mais en même temps, tu te dis, mais pourquoi on n'aurait pas Android 14 sur cet appareil-là, qui vient d'être mis en marché de toute façon? Donc, on dit chez Samsung que on a besoin de revoir l'interface de Samsung elle-même, là, qui est mon Dieu, j'ai oublié son nom. Je pense que c'est One UI, quelque chose comme ça, qui est comme leur patente qui s'ajoute par-dessus puis qui fait qu'il y a des applications. Interface que j'aime pas sur les téléphones Galaxy, mais qui est plus dépouillée d'artifices inutiles sur une tablette, donc qui passe mieux, je trouve. Mais en même temps, j'aurais préféré Android 14, donc allez savoir. Évidemment, on promet une mise à niveau vers Android 14 dès que ce sera possible. Quand? Je vous laisse répondre à cette question-là vous-même. C'est long. Moi, je trouve que c'est trop long, peu importe. Déjà, c'est trop long. On l'achète, elle n'a pas 14, puis 14 existe depuis déjà quelques mois. Ça, c'est une limite, je vous dirais. Mais bref, bon, écoutez, une tablette, en résumé, là, bonne performance, pourrait
servait quand même plusieurs années, là, plus que les premières tablettes Android qui duraient 1 an ou 2, qui étaient essoufflées puis qu'on était comme déçus de l'avoir acheté. D'ailleurs, ça a pénalisé le marché des tablettes Android pendant plusieurs années. Cette première salve de tablettes bon marché, là, ça marchait pas. Là, on sent que ça peut durer quand même plusieurs années. J'aime bien le design, format simple, efficace, rectangle, pas de fioritures, pas rien. Le son là-dessus est assez intéressant. Si vous écoutez de la musique, des choses comme ça, des films, évidemment, juste assez puissant, pas de distorsion, pas beaucoup, fait que ça vaut la peine. En revanche, ça prend une éternité à charger. Je vous disais, 5 heures, ça n'a aucun bon sens. Les caméras sont pas très bonnes et évidemment, on aurait aimé plus de batterie. Mais on a toujours cet argument. On voudrait toujours plus de batterie. Fait que pas encore le iPad. Sauf dans de la musique scandinave métal où là, ils n'arrêtent pas de jouer de la batterie. Ça, il y a toujours trop de batterie. Mais ça, c'est pas la même chose. On parle de tablettes ici, d'appareils électroniques. Mais j'aurais accepté, 3-4 jours de batterie, surtout que ça prenne une journée quasiment à charger ensuite, donc ça aurait été intéressant. Mais bref, si vous cherchez un appareil, une tablette qui n'est pas un iPad, bon marché, ben Samsung a quelque chose d'intéressant avec la Galaxy Tab A9 Plus. Voilà qui est dit. Et voilà. Est-ce qu'on remercie nos partenaires, Alain? Ben oui, parce que ça fait le tour, ça vient de finir cette balado, une tasse de tech de nouvelle génération. Je vais le dire comme ça. Fait que oui, remercions. Neuvième génération. On va remercier Plan Hub, TELUS, Planet Oster, Hello Darwin, C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue notre podcast partout au Québec, dans le monde. Merci à tout le monde partout au Québec, dans le monde. Claude Hébert, la mise en onde, et Jean-Christophe Ouellette, pascalforget.com. Vous pouvez me suivre, jetez un coup d'œil. Mon site n'est pas encore sur Planet Oster. Alain, le tien, horizonmedia.ca est déjà sur Planet Oster. Oui, je vous recommande pas nécessairement d'y aller parce que j'archive mes affaires là-dessus, mais vous trouvez là-dessus ce que je fais pour le devoir, pour protégez-vous, pour branchez-vous. D'ailleurs, je vous recommande d'aller lire parce que ce qu'on disait en actualité se trouve sur branchez-vous aussi plus en détail. Donc, vous pouvez aller voir ça aussi, effectivement. Et pour tout le reste, il y a pascalforget.com. Voilà. Et voilà. Puis Alain, on peut te lire dans le devoir partout. Protégez-vous. Exact. Et voilà. À la semaine prochaine? Ben oui, on vous souhaite une bonne semaine tout le monde. On se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut! C'est 23.